Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Imen Maharzi pour parler de la relation des femmes à l'argent. À 43 ans, Imen a vécu plusieurs vies. Auditrice, investisseur, mentor, impact investor, repreneur, chef d'entreprise, entrepreneur, bénévole, marraine, board member. En 2018, elle arrive à un double constat. Les femmes entrepreneurs souffrent d'un réel déficit de financement de leurs projets. Les tabous autour de l'argent affectent les femmes dans leur capacité à se projeter personnellement et professionnellement. Face à ce gâchis de potentiel économique et social, et riche de son expérience et guidée par une vision humaniste, Imen crée Own Your Cash. C'est une plateforme éducative dont la mission est de stimuler l'indépendance économique des femmes, condition essentielle d'une égalité homme-femme réelle. En ouvrant une conversation différente autour de l'argent, Own Your Cash donne des clés aux femmes pour dessiner concrètement un avenir économique conforme à leurs valeurs. Alors cet épisode est pour vous. Si vous sentez que votre relation à l'argent est compliquée, soit vous faites l'autruche et vous ignorez votre compte en banque, soit vous êtes convaincu qu'il n'est pas possible d'avoir suffisamment d'argent pour développer vos projets, soit vous avez constamment peur d'en manquer. Vous avez envie de mieux comprendre comment avoir une relation plus saine et plus fluide avec votre compte en banque. Vous aimeriez que l'argent soit source de possible et non pas source de limitation. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi les femmes ont tendance à ne pas s'intéresser à l'argent ? Pourquoi est-il si compliqué d'en parler ? Quels sont les blocages fréquents que les femmes ont autour de l'argent et surtout comment les contourner ? Et pourquoi est-il si important pour les femmes de prendre la responsabilité de leur porte-monnaie ? Alors bonjour Imen et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci pour l'invitation. Et donc, d'où te vient cette passion pour les thématiques des femmes et de l'argent ? Ça n'est pas une passion. Ça n'est pas une passion. Pour moi, ça relève d'un croisement et d'un concours de circonstances. J'aime à dire que Own Your Cash, ça a été une succession de hasards. Alors, on peut se dire que en regardant dans le rétroviseur, finalement, c'était tout à fait prévisible et je ne sais quoi. Honnêtement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment une succession de hasards. Je suis tombée par hasard sur des études qui montraient enfin des chiffres sur les difficultés d'accès au financement des femmes entrepreneurs, entrepreneureux. Hein, j'utilise cette version-ci du mot entrepreneur au féminin. Et en même temps, ça corroborait
une activité ou en tout cas des difficultés que je pouvais voir au fur et à mesure des années en tant que mentor auprès d'hommes et de femmes entrepreneurs. Mais honnêtement, je n'avais jamais tiré de conclusion particulière sur ces difficultés d'accès au financement, si ce n'est de me dire finalement, les personnes qui viennent à moi, qui me sont envoyées par mon réseau ou alors que je peux mentorer dans le cadre de structures associatives ou d'incubateurs, ou que sais-je, finalement, on me les envoie parce que les personnes qui me les envoient savent que je vais être hyper à l'écoute, je vais être plutôt gazouillante, je vais leur donner un max d'énergie, je vais les amener à penser très haut, très loin, très fort et que, même si elles peuvent avoir quelques gênes ou quelques malaises par rapport à l'argent, bon, je ne sais pas que j'en fais pas cas, mais en tout cas, je passe un peu outre et en leur disant, mais si, vous allez y arriver. Et finalement, elles y arrivaient. Et donc, j'en tirais pas de conclusion sur le marché, sur l'état général de la relation entre les structures de financement classiques, donc les acteurs type banque, investisseurs, business angels, etc. Et puis, bien sûr, les femmes entrepreneurs. Et en voyant ces études, ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte que finalement, non, ce n'était pas ma micro-expérience qui n'a pas du tout de valeur statistique qui posait problème. En fait, il y avait une difficulté sur la totalité du marché et plus largement, c'est un sujet qui est vrai et qui est malheureusement un vrai frein à l'entrepreneuriat des femmes dans beaucoup trop de pays dans le monde. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que lorsqu'on réfléchit 2 minutes et qu'on regarde, et là encore, hasard total, enfin, en creusant en l'espace de 1 ou 2 jours sur ces différentes thématiques, je me suis rendu compte que ce soit la connaissance, ou plutôt la méconnaissance en termes d'outils d'investissement, en termes de produits financiers, en termes de fondamentaux vraiment de base de ce que c'est que l'économie, à savoir, je ne sais pas, comprendre ce que c'est que l'inflation, savoir calculer un taux d'intérêt, enfin, ce genre de choses qui sont des tests qui sont régulièrement faits par des organismes internationaux. Sur ces scores-là qui sont faits donc, dans des enquêtes au niveau, par exemple, de l'OCDE, eh bien, même des femmes cadres supérieurs en France ont finalement des résultats en termes de réponse à ces questions qui sont tout à fait surprenants, mais très faibles par rapport à d'autres catégories socioprofessionnelles dans d'autres pays. Et donc, si tu veux, quand on fait la jonction entre ces deux choses, plus moi, mon savoir-faire en tant qu'investisseur, je me disais, if not you, enfin, si ce n'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Et donc, ça m'est apparu comme une évidence. Après, effectivement, mes engagements sur la place des femmes dans l'économie remontent à depuis que j'ai, je ne sais plus, 19, 20 ans, un truc comme ça. Donc, j'en ai 43, ça fait un petit moment. Mais voilà, on peut se raconter l'histoire et la rendre rose et sparkling et toute brillante et tout à fait, et tout à fait sympathique à raconter. Ou alors, on peut juste se dire que non, c'était un hasard et que ça m'est paru comme une évidence. Ça m'est apparu comme une évidence et que se redonner et donner les moyens et les outils et l'espace pour ouvrir des conversations, comme tu le disais, un petit peu différentes pour que les femmes puissent avoir les moyens de leurs ambitions, ça me semblait évident qu'il fallait commencer par là. Alors voilà, l'idée derrière tout ça, c'est que l'argent, en fait, c'est compliqué d'en parler. Il y a une espèce de tabou autour de l'argent. Du coup, on n'en parle pas et du coup, on n'est pas éduqué, on n'est pas à l'aise avec cette thématique. Comment ça se fait? Comment tu expliques ça? En fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une forme de renforcement du tabou à force de dire qu'il y a un tabou. Je ne sais pas si tu vois Oui, ce que je veux oui, dire. oui, je t'ai entendu dire ça dans un autre interview. Vas-y, parle-moi de ça. C'est que, en fait, tu vois, c'est comme si tu voulais me dire, bon, alors attends, on va régler une bonne fois pour toutes le fait que tu sois 100% à l'aise avec le fait de parler de sexualité, par exemple, pour te mettre à éventuellement pratiquer telle ou telle aventure qui pourrait te convenir, te procurer du plaisir ou que sais-je. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc de la même manière sur cette question d'argent, moi je trouve qu'il y a un côté presque bon élève ou alors un peu comment un peu, je ne sais pas si c'est condescendant ou patronizing ou un peu culpabilisant, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais qui consisterait à dire, mesdames, il faudrait que vous vous débarrassiez de la totalité de toutes vos frayeurs, vos malaises, vos tabous, vos problèmes, votre héritage familial, vos habitudes culturelles, tout ça,
pour ensuite commencer à vous préoccuper d'argent. Ben, moi, je pense pas, en fait. Moi, je pense pas. Je pense que, tu vois, la façon dont on aborde ces sujets, elle est évidemment conditionnée par notre histoire familiale, par le type de métier qu'on fait, mais aussi par ce qu'on entend dans les médias. Mais tu serais surprise, Christine, de savoir le nombre de femmes qui, donc dans mes métiers antérieurs, qui étaient beaucoup donc, dans le monde de la finance, tu serais surprise de savoir à quel point même des femmes qui travaillent dans la finance, qui manipulent donc à longueur de journée des chiffres, qui manipulent des montants, des crédits, d'investissement, de financement très significatifs, enfin en millions ou en dizaines de millions d'euros, sont tout à fait mal à l'aise pour parler de leur salaire ou pour parler de leur dernier placement. Voire qui confient les clés de leur patrimoine personnel, et je dis bien personnel, pas familial, mais leur argent à elles, à leur conjoint qui peut-être n'est même pas spécialiste en finance. Donc, si tu veux, soit on peut se dire, OK, alors on va faire la révolution dans notre société qui est lourde, enfin riche et lourde, enfin en matière d'argent, c'est plutôt lourde, d'un regard plutôt négatif, enfin des trois religions monothéistes, même l'héritage grec était quand même, enfin l'argent était vu comme quelque chose de tout à fait impur, détestable. Enfin, il y a quand même pas beaucoup de choses qui sont positivement liées à cette figure de l'argent. Tu sais, ce mythe du Pactole, enfin du fleuve Pactole, il date pas d'hier et Dieu sait s'il est quand même pas forcément très, très, très positif. Enfin, on se dit, OK, si on touche de l'argent, ça veut dire il va nous arriver des choses malheureuses, des choses négatives. Donc, non, on va rester pur, on va rester éloigné de ça et ça ira mieux. Après, ça ira mieux dans la pauvreté, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ira mieux. Bon. Oui. Donc, on peut se dire, il faut qu'on fasse la révolution dans notre culture et dans notre société avant de pouvoir s'en préoccuper. Moi, je pense que tout ceci n'a pas besoin d'être séquentiel, qu'on n'a pas besoin de tout réformer en même temps. En revanche, ce que je sais, c'est que, et ce dont je suis vraiment convaincue, c'est que dès lors que tu commences à discuter avec des femmes, et les hommes également, parce qu'au New York, c'est ouvert aux deux, mais quand même, il y a un angle particulier autour des femmes, pour leur dire, mais OK, en termes de possibilités, par exemple, pour faire une formation, est-ce que lorsque dans ta vie professionnelle, tu as voulu financer des formations, comment tu as fait? Est-ce que tu avais les moyens de mener tes choix librement? Est-ce que, tiens, tu me dis que c'est pas évident dans ton couple en ce moment, parce qu'il y a des femmes qui s'en ouvrent, enfin, qui le disent presque plus facilement qu'en parlant de leur argent perso, et qui disent mais en fait j'ai un peu de mal à songer à partir parce que en ce moment c'est vrai que c'est pas évident dans mon couple, pour autant je me verrais pas du tout vivre toute seule, je saurais pas comment assurer avec mes enfants d'un point de vue financier. Et tu vois, le fait de se dire, OK, les choses qui sont importantes pour moi, à un moment ou à un autre, elles nécessitent des moyens. Comment est-ce que je fais pour aligner ces moyens, les mettre en place et du coup me mettre en mouvement? Peut-être que ta relation ne sera pas complètement apaisée, mais c'est pas grave. Même si tu as les paumes de main hyper moites en allant voir ton banquier, eh ben, tu y vas quand même. Tu y vas quand Oui, même. c'est Et en, le courage, c'est voilà. même avec la peur, on fait quand même les choses. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de dire, je vais changer mes actions, je vais changer mes objectifs, je vais changer mes actions, et puis petit à petit, je vais créer une nouvelle vision de moi-même. En fait, je pensais que j'étais pas capable, je pensais que je connaissais pas l'argent, je pensais que l'argent ne m'intéressait pas, et en fait, je vais finalement poser des actes où je vais m'éduquer, je vais apprendre et je vais aller voir mon banquier, et donc je vais un peu me forcer, hein, me mettre un peu un coup de pied aux fesses, peut-être Absolument. peut-être justement en Absolument. étant accompagné d'un mentor ou de quelqu'un qui nous soutient. Et donc, petit à petit, on se découvre autrement, en fait. Absolument. Et je trouve Voilà. que, tu vois, de ce point de vue-là, pareil, dans le discours qui est porté par les médias où on dit aux femmes, mesdames, osez, je ne sais pas quoi, je trouve que osez négocier votre salaire, osez faire ci, osez faire ça. Mais il y a plein de femmes qui négocient leur salaire. Il y a plein de femmes qui demandent déjà. Mhm. Sauf que, alors je ne sais pas comment elles le demandent, mais il n'empêche que leurs demandes d'augmentation de salaire ne sont pas forcément toujours accueillies favorablement, malheureusement pour elles. Mais la conséquence de ça, c'est OK, je me prends en main pour peut-être chercher un autre job, ou alors avoir une activité à côté, ou alors prendre des décisions.
tu vois, et pas juste prendre cette information négative qui est, bon, bah, j'ai demandé une augmentation de salaire pour celles qui sont salariées, j'ai demandé une augmentation de salaire, ou alors moi, entrepreneur ou freelance, j'ai demandé à augmenter mes prix auprès de mon prospect ou de mon client qui m'a dit non. Et ben, pouf, on s'arrête et on se dit, ah bah zut, finalement, je ne suis pas capable. Ben non, peut-être qu'on peut faire d'autres choses. Et cette audace-là, je trouve qu'elle se nourrit de l'action. Oui. Et que c'est comme un muscle, tu vois. C'est que plus tu fais des choses, plus tu essayes, plus tu te plantes, ça c'est clair, plus tu échoues, ça c'est clair. Mais la question, c'est que si tu échoues très souvent sur des toutes petites choses, finalement, le risque est plus faible. Et donc, progressivement, tu prends le courage et ce courage se nourrit de toutes tes expériences. Tu connais probablement ça par cœur, Christine, mais je pense que même sur ces questions d'argent et d'investissement, c'est valable. Oui, moi j'ai développé une formation qui s'appelle J'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires. Le Et titre, j'adore. voilà, et notamment ça s'adresse beaucoup à, enfin j'ai aussi des hommes qui font cette formation, mais beaucoup à des femmes qui ont un business, qui sont mis à leur compte, qui ont quitté un job dans les grandes boîtes parce que ça leur plaisait pas ou parce que ça ne collait pas avec un équilibre de vie qu'elles souhaitaient, et elles voulaient plus de flexibilité et plus d'autonomie en fait dans la gestion de leur temps parce qu'elles avaient des enfants. Et ces femmes laissent leur business vivoter quelque part en se disant ah bah oui mais je ne peux pas faire autrement parce que j'ai des enfants, parce que je dois aller les chercher à l'école, et donc quelque part elles nourrissent, et c'est vrai que les médias et que la conversation ambiante nourrit un petit peu ce côté de voir petit et de laisser les choses vivoter. Et il y a un peu un espèce de, je dis souvent dans la culture française, il y a parfois cette notion de on va être solidaire dans notre misère, on va rester petit mais on va s'entretenir, on va entretenir le fait que c'est normal et que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement. Et puis quelque part, ça nous conforte parce qu'on n'a pas besoin de sortir de notre zone de confort et on laisse les choses un petit peu vivoter. Et je me souviens, moi un jour personnellement en tant qu'entrepreneuse, quand j'avais mes enfants en bas âge et qu'aux États-Unis il faut les chercher à l'école à 14h30, donc j'avais vraiment des journées de travail très très courtes. Et je me souviens de ce moment où j'ai dû faire ce choix de me dire, OK, soit tu laisses ton business vivoter et tu justifies, tu dis, bah, c'est normal que mon business reste petit parce que j'ai peu de temps, soit tu changes les règles du jeu. Et tu dis, c'est justement parce que j'ai moins de temps qu'il faut que je vois plus grand et qu'il faut que j'ai plus d'audace et qu'il faut que j'aille chercher les plus gros poissons parce que j'ai moins de temps, j'ai moins de temps pour procrastiner. Et donc, il fallait que j'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires et qu'il fallait que vraiment je pose des actes à la hauteur de mes ambitions pour développer cette activité. Et puis je me disais aussi, c'est facile de dire ah ben oui, mon conjoint, lui, il a de la chance. Lui, il rentre le soir et puis il met les pieds sous la table et lui, il n'a pas à gérer tout ce que je gère en plus de mon travail. Moi, je gère le travail, je gère les enfants. Et je me disais non mais en fait, c'est moi qui ai de la chance à l'échelle de ma vie parce que c'est moi qui vais avoir la satisfaction d'avoir été là à la sortie de l'école et d'avoir mené mon business, les deux en fait, les deux plans. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je connecte vraiment avec cette idée que tu dis de ne pas entretenir une conversation qui dirait que les femmes sont limitées, que les femmes manquent d'audace, que les femmes ne s'intéressent pas à l'argent. Et que au les contraire, femmes seraient allergiques aux chiffres. Alors, celle-là aussi, elle est quand même gratinée. Elle est gratinée, celle-là. Les femmes seraient allergiques aux chiffres. Les femmes et les chiffres, ça fait deux. Tu vois ? Et ça, c'est dangereux. Parce que ça nourrit une voix intérieure qui est une voix qui est une voix qui te coupe un peu les ailes, qui est une voix qui te dit tu n'es pas capable. Mais, non, enfin, le niveau de sophistication pour manipuler des chiffres, c'est le même que quand on fait des courses ou tu vois, quand on fait du shopping. Entre guillemets, c'est pas plus compliqué que ça. Oui. Et que ensuite, ce qui se met entre ces femmes et la bonne information, c'est cette fameuse perception un peu étrange de je vais pas y arriver, finalement c'est pas mon truc, ou alors en pensant pouvoir comprendre rapidement, alors que non, il y a de la curiosité à avoir, et comme dans toutes les choses, il y a un jargon à découvrir, et suffisamment, pas devenir experte, mais en tout cas un jargon pour comprendre suffisamment les concepts, juste assez, pour pouvoir prendre ces décisions en connaissance de cause. Et ensuite, c'est
comme pour beaucoup de choses, tu l'as dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a quand même un sujet essentiel autour du fait de savoir s'entourer en termes d'argent et d'investissement et de préparation de son avenir, de préparation du financement de ses projets, perso ou pro, enfin, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, de ses projets en général ou bien de la protection de son avenir, parce qu'on peut vouloir juste se sécuriser et c'est tout à fait légitime. C'est comment on fait pour choisir les professionnels donc banquiers, banquières, conseillers en gestion de patrimoine. Je le dis et j'en profite pour le dire ici, comme je le dis tellement souvent, les conseillers en gestion de patrimoine, ce n'est pas réservé aux riches. Il y a des CGP qui prennent des clients dès quelques milliers d'euros de patrimoine. Donc vraiment, renseignez-vous. C'est un truc qui est absolument méconnu, alors que ça peut être une source de conseils hyper adaptés sur tous les pans de son patrimoine, que ce soit sur sa résidence principale, que ce soit sur la façon dont on est en train de commencer à peut-être vouloir financer, je ne sais pas, un déménagement dans les 5 à 10 ans pour aller se rapprocher de sa famille ou que sais-je. Et toutes ces choses-là, le niveau de risque qu'on peut accepter de prendre, toutes ces choses-là, trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice qui, quand on lui parle, il nous comprend, et quand il ou elle nous parle, on le comprend ou on la comprend. En fait, ce travail-là, personne ne pourra le faire à votre place. Personne. Voilà. Mais c'est comme toutes les belles choses dans la vie, il faut s'en donner un petit peu les moyens. Voilà, et alors ça me fait penser à ça, c'est que je me disais, moi, dans ma relation à l'argent, je remarque que je peux toujours avoir, déjà, je me rappelle toujours que l'argent est un moyen. Et donc, ce qui est important, c'est de me dire, l'argent est au service de mes projets. Donc, du coup, c'est intéressant d'amener et de prendre du temps de réfléchir et d'oser avoir des projets et de se dire, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser? Et une fois qu'on connecte vraiment avec ce désir profond que nous avons, qui ça peut être de je veux monter ma boîte, et au-delà de je veux monter ma boîte, ça veut être je veux mettre mes talents au service de mes clients, je veux changer le monde, je veux contribuer à l'évolution de la société, ou ça peut être je veux voyager, ou ça peut être je veux envoyer mes enfants, je veux avoir la liberté financière, qu'ils puissent faire les études qu'ils veulent, qui est un vrai sujet pour moi aux États-Unis parce que les écoles coûtent une fortune. Et de vraiment connecter avec nos désirs profonds et d'oser croire. Moi, je dis souvent à mes clients, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est vraiment un changement de mindset. Enfin, c'est pas ce que nous dit la culture ambiance. La culture ambiante nous dit c'est compliqué, tu te rends pas compte dans quoi tu vas te mettre, et puis il nous montre toutes les limitations, tous les blocages. Moi, je dis non, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Mais le mot important, c'est vraiment. C'est de vraiment prendre le temps de se dire qu'est-ce que je veux et quel serait vraiment quelque chose qui me rendrait vraiment heureux. Non pas le fantasme de je veux l'énorme baraque ou la grosse voiture, sauf certaines personnes sont passionnées de bagnole et ce qu'elles veulent vraiment, c'est la superbe voiture. Mais je pense que dans le fond, on a souvent des désirs profonds qui méritent d'être réalisés. Et quand on connecte avec ces désirs profonds, tout d'un coup, on a l'énergie de s'entourer des bonnes personnes, d'apprendre, de s'éduquer, parce qu'on comprend que l'argent est un moyen. Et donc, on se donne les moyens d'accéder à cette source qui va nous permettre de réaliser nos projets. C'est clair, Christine, mais tu vois, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont, je trouve, hyper importantes. La première, autour des désirs profonds. Je vais y revenir dans un instant. Et la seconde, autour de l'argent et les moyens. Sur la première, je trouve que c'est une vraie chance de savoir ce qu'on veut vraiment. Moi, j'ai jamais vraiment su, perso. J'ai jamais vraiment su. Je me suis beaucoup laissée porter dans la vie. Et je trouve ça assez tétanisant d'ailleurs. Cette injonction qui est faite, tu sais, quand tu commences à travailler et que tu passes des entretiens et qu'on te dit où vous verrez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Oui, mais se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment tel que tu l'exprimais, même si c'est sur des sujets perso, moi je trouve ça un petit peu tétanisant et personnellement je suis incapable de répondre à la question, je n'ai jamais su le faire, je trouve que c'est limite enfermant. En revanche, je trouve que, on peut se demander ce qu'on ne veut pas. Oui. Et déjà, explorer les choses qui ne nous vont pas,
c'est une façon, tu sais, c'est un peu comme la créativité hein, qui fonctionne mieux sous contrainte. Finalement, c'est pas tout l'univers des possibles, mais c'est OK, si on enlève tel et tel et tel et tel paramètre, donc on rajoute des contraintes, euh, finalement, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et Et ça, c'est pas simple pour les femmes parce que ça voudrait dire non. Ça voudrait exactement, dire, voilà, faire bouger les lignes, en fait, sortir de quelque chose qui ne nous convient pas, exactement, dire non, exactement, se positionner contre, quelque part, exactement. hein, sans forcément agresser, mais ça, voilà, c'est rejeter quelque chose, ou, enfin, Tout sans à que ce fait. soit agressif. Et ça, pour une femme, c'est très, très dur parce qu'on nous a appris à être gentille, à être sage, à être souriante, à pas faire À de vagues. plaire, Pardon? à plaire, à À plaire. plaire, voilà, Mm, voilà, mm, exactement. mm. Et je me permets juste de rebondir un petit peu. J'ai développé un nouveau programme là récemment qui s'appelle La Voix d'Athéna. Et donc, c'est pour vraiment un programme réservé aux femmes. Et j'ai remarqué que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Beaucoup de femmes sont complètement coupées de cette sensation, en fait, parce que c'est une sensation, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Donc d'abord parce qu'il y a cette idée de, on est tellement occupé à s'occuper des autres. On nous a tellement appris depuis petite qu'on allait avoir avec nos poupées et tout ça, qu'on allait s'occuper, faire la dinette, faire à manger pour les autres, s'occuper de la maison, s'occuper de nos enfants, s'occuper, puis après on s'occupe de répondre aux demandes de notre patron, de nos clients. On est tellement à l'extérieur à s'occuper des autres que on ne prend pas suffisamment de temps d'être à l'écoute de nous-mêmes. Et aussi parce que je disais tout à l'heure, savoir ce qu'on veut vraiment, pour moi, c'est une sensation corporelle. Or, énormément de femmes sont coupées de leur corps. On est coupé de notre corps parce qu'on a tellement d'objectifs, notre corps est tellement objectifié, on nous dit tellement soit mince, soit ceci, soit là, soit jolie mais pas trop sexy, soit, enfin, il y a tellement d'injonctions sur le corps de la femme que on s'est dit, et surtout notre génération, on s'est dit, bah, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être intelligente, on va faire des études et on va se mettre dans notre tête et on va se servir de notre tête pour bâtir notre réussite et pour construire notre vie. Ce qui est super, hein, c'est très intéressant. On a une tête qui fonctionne très bien et c'est très bien de savoir l'activer et d'oser l'activer et d'être intelligente et dans notre réflexion. Et en même temps, on s'est coupé de notre corps. Et je pense que pour reconnecter avec ce qu'on veut vraiment, il faut faire la paix avec notre corps. Voilà, je rebondis sur sur ce que tu Mhm. disais tout à l'heure. Ok. Mm. Pour rebondir sur ce que tu dis là, et sans être dans la provocation, mais un peu quand même, moi je trouve que certes, il y a beaucoup de femmes qui à titre professionnel, font des super trucs, sont hyper intelligentes, hyper smart, etc. Mais ne vont pas forcément jusqu'au bout de l'exercice, dans le sens où elles ne vont pas jusqu'à la prise du pouvoir qui devrait leur revenir naturellement au vu de toute leur réalisation. Et Oui. s'emparer de ce pouvoir et assumer ce pouvoir, et le pouvoir dans la série des mots tabous qui sont moches dans la bouche d'une femme, il est pas mal, hein. Mm. Avec l'argent et le pouvoir, on est en bonne compagnie. Euh, ça passe aussi, donc assumer que oui, bien sûr, prendre des responsabilités lorsque on fonctionne bien dans un poste, et ben, ça suppose d'être promu, ça suppose d'avoir un nouveau titre, ça suppose aussi d'avoir le salaire qui va en face, et que si ces conditions-là ne sont pas remplies, eh bien, non, ça ne va pas. Et on peut dire oui, mais d'accord, mais moi, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas quitter mon job du jour au lendemain. Bref, des contraintes familiales, économiques, que sais-je. Très bien. Mais personne ne dit qu'il faut agir sur un coup de tête et partir tout de suite. En revanche, dire non à certaines pratiques et donc accepter résolument et se mettre en mouvement pour aller trouver des opportunités qui nous conviennent mieux, tu vois, ça, et y compris en termes de contrepartie économique, Mm. ça me semble être une réappropriation de son pouvoir Oui. qui relève de cette question d'intellect, mais qui relève aussi du regard qu'on a sur soi et du fait que, oui, on a de la valeur. Oui, à titre personnel et à titre professionnel, il y a des personnes qui pensent qu'avec ou sans nous, c'est pas pareil. Et que oser dire ça, oser se dire oui, avec ou sans moi, c'est pas pareil et je l'assume. Je sais pas pour dire que les autres sont moins bien ou mieux, juste Oui. avec ou sans moi, c'est pas pareil. Voilà. Et que donc, prendre ces responsabilités-là, arriver à embarquer une équipe, arriver à tel ou tel résultat, quand c'est moi qui le fais, c'est pas pareil que le voisin. Et donc, merci de me donner la contrepartie économique qui va bien et que c'est pas honteux. C'est pas Voilà. honteux. Et que donc, cette chose-là, tu vois, sans attendre même d'aller sur ce travail du corps, etc., déjà ça, je trouve que cette étape-là,
Il y a trop de femmes qui se disent « Ah, mais non, tu comprends, mais en fait, j'ai peur qu'on me dise non, ou qu'est-ce qui se passerait si ?» Ok, ben on te dira non. Et puis après, tu vas aller voir un chasseur de tête ou un cabinet de recrutement, et puis tu vas trouver un autre job. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et donc, tu vois, il y a plein de choses, et franchement, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a plein de choses qui sont liées au fait que parce que ça ne se fait pas de parler d'argent, parce que ça ne se fait pas de demander l'argent qui serait juste au vu des responsabilités, au vu des résultats, au vu de tout ce qu'on apporte dans une organisation donnée, ben, je trouve ça complètement dingue parce que ça crée des sentiments très négatifs de dévalorisation, et du coup de déstabilisation, de honte qui peuvent avoir des répercussions ensuite sur la vie des femmes au sens le plus large, sur leur capacité à prendre la parole dans l'espace public, prendre des responsabilités, et voilà. Donc c'est tout à fait délétère. Donc arriver à se dire non, je le fais pas je demande pas une augmentation pour le plaisir de demander, je le demande parce que c'est juste. Oui. Voilà, c'est juste. Oui. Et que non, c'est pas juste. Et je ne le fais pas pour les autres femmes. Tu sais, il y a beaucoup d'arguments là que je vois passer en disant oui, mais si tu ne le fais pas pour toi, il faut que tu le fasses pour les autres. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas envie tu vois, d'avoir cette posture héroïque de femme qui a tout réussi et je sais pas quoi, qui en plus milite pour les autres. Il y a plein de femmes qui ne sont pas dans ce trip-là. Et c'est pas grave. En revanche, le fait de l'amener sur le sens au niveau de la justesse et de la justice, c'est-à-dire que c'est pas juste au sens où non, c'est pas équilibré. Et c'est pas juste au sens où il y a un problème de justice, je suis désolée. Bah, ça, je trouve qu'il y a un écho un peu différent. Et donc, de la même manière, par rapport à ces questions de placement et d'investissement et d'épargne, bah, c'est pas juste par rapport au toi de dans 10 ans, dans 20 ans, de dans 30 ans. Ça n'est pas juste. C'est pas la position juste à avoir. C'est pas l'action juste à avoir. Et tu vois, en parlant à l'intellect aussi, ou aux valeurs fondamentales de la personne, même si elle n'arrive pas forcément à se projeter dans l'avenir, à savoir qui elle est, qui elle veut être et qu'est-ce qu'elle veut faire profondément, etc., on peut déjà faire des choses. On peut déjà enclencher des décisions. Deuxième chose, parce que j'avais dit qu'il y avait 2 points dans ce que tu disais. Le second était sur le fait de dire que l'argent est un moyen. Alors, c'est vrai, mais pour moi, l'argent, c'est aussi du temps. C'est-à-dire que tu vois, en 2011, j'ai quitté la boîte Le Fonds d'investissement où je travaillais et je me suis donné 6 mois pour rencontrer des personnes qui allaient voir en moi un potentiel que moi, je ne voyais pas. J'avais fait beaucoup de recrutement dans ma vie antérieure, que donc j'avais pris l'habitude d'identifier au vu de l'expérience, des envies, du potentiel, des ambitions de la personne en face de moi, tiens, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire ci ou ça? Donc ça, c'est quelque chose que je savais faire. En revanche, quand tu n'as pas de recul sur soi-même, évidemment, c'est plus difficile. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais demander à une dizaine de personnes qui ont beaucoup travaillé avec moi, qui ne sont pas des amis, mais des personnes proches professionnellement, de me recommander 1, 2 ou 3 personnes de leur entourage qui sortent de l'ordinaire et qui peut-être auront envie de discuter avec moi sur la façon dont elles ont abordé le changement dans leur vie pro, etc. Et commencer à discuter juste comme ça, juste pour le plaisir d'échanger 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction des cas. Et en me disant, ces personnes-là, précisément parce qu'elles sortent de l'ordinaire au vu de ces 10 personnes initiales, selon leurs critères à elles, qui ne sont pas les miens, mais je leur fais confiance, ces personnes qui sortent de l'ordinaire, elles vont peut-être penser différemment des personnes qui sont dans mon entourage professionnel actuel et qui donc ne m'imaginent que faire investisseur jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. Peut-être qu'elles pourront voir en moi des choses que moi je ne vois pas et que mon entourage classique ne voit pas. Bon. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, mais ça suppose de prendre le temps et ça suppose d'avoir les moyens de ne pas avoir d'activité professionnelle pendant 6 mois et de vivre parfaitement bien avec. Oui. Et ça, l'argent, ça donne ça. Oui. Ça donne aussi le fait que lorsque tu entreprends, par exemple, et que tu commences à, je ne sais pas, ton business commence à bien marcher, ou alors tu peux avoir des contraintes comme tu le disais tout à l'heure, ou bon, tu peux travailler un nombre d'heures plus limité parce que tu as des contraintes familiales, ou tu peux avoir un parent âgé, enfin, il y a plein de circonstances dans la vie où on peut avoir une maladie chronique, enfin, il y a plein de circonstances dans la vie qui font qu'on peut ne pas pouvoir travailler beaucoup d'heures, ou ne pas vouloir travailler beaucoup d'heures dans la journée quand on lance une activité. Bon, le fait d'avoir les moyens de pouvoir investir un peu d'argent dans son activité et donc de pouvoir recruter ou d'utiliser les services de freelance autour de soi, ça apporte ça aussi l'argent.
Voilà. Et donc, je trouve que, tu vois, il y a quelque chose autour de, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des tabous autour de l'argent, etc., aucune femme n'a envie d'être cupide. Enfin, je ne sais pas valoriser socialement d'être cupide, c'est-à-dire de vouloir ramasser encore plus et encore plus d'argent. Enfin, c'est pas Oui, une c'est pas figure ça positive, l'objectif. quoi. Sauf que si tu dis l'argent que j'accumule, c'est-à-dire l'argent que j'investis, et pas qui est juste sur mon petit compte en banque dans un petit coin ou dans mon livret A, hein, mais on parle bien d'un argent que je mets au travail, au service de mes projets de demain et d'après-demain, ben, je le mets au service de la liberté qu'aura mon moi de dans 10 ans, de dans 20 ans, de dans 30 ans. Et du coup, tu vois, tout de suite, ça change la perspective. Ça change la perspective totalement. Donc, c'était ça le deuxième point que je voulais aborder, c'est que l'argent, c'est un moyen, c'est clair. Et donc, autant beaucoup de gens connaissent cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'aime à dire que l'argent, c'est du temps aussi. Oui, oui. Très, très, très bonne remarque à laquelle j'adhère complètement. Et donc, toi, avec Own Your Cash, c'est ça que tu essayes de faire. Tu essayes vraiment d'aider les femmes. Enfin, tu vas me dire, c'est ce que j'ai compris, tu vas me dire si c'est bien ça, mais à vraiment regarder l'argent en face et à comprendre certaines règles, certains modes de fonctionnement de l'argent et à apprendre, hein, à être éduqué, à comprendre comment ça marche. Et après, du coup, à prendre des décisions, à prendre le Own Your Couch, not your couch, Own Your Cash. Et your couch, if you like. Voilà, lève-toi de ton canapé et prends ton argent en main. Et c'est ça, prendre son argent en main pour l'investir, le placer, prendre des décisions maintenant et prendre la responsabilité de prendre ces décisions maintenant. Parce que les décisions que les femmes peuvent prendre maintenant pourront vraiment influencer leur demain et leur capacité à être libres de faire des choix qui seront bons pour elles dans leur vie et d'avoir du temps si elles veulent lancer un projet ou si elles veulent déménager ou de pouvoir se séparer de leur conjoint si la relation ne marche pas, monter leur boîte, préparer leur retraite. Enfin, voilà, quels que soient les projets, il y a vraiment une histoire de... Et donc, tu parles d'ailleurs que sans cette éducation et sans ton ambition avec Own Your Cash, c'est vraiment d'essayer de rétablir cet équilibre entre les hommes et les femmes et de redonner aux femmes le pouvoir de décider ce qu'elles veulent faire dans leur vie et d'avancer et de tracer leur route. Et d'avoir les moyens de leurs ambitions, tout à fait. Et d'avoir les moyens de leurs ambitions. Voilà. Exactement. Et donc, c'est pour ça que la mission d'Own Your Cash, c'est de stimuler l'indépendance économique des femmes. C'est bien stimuler, c'est pas la garantir, c'est pas l'atteindre, c'est stimuler. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est quand même les personnes à qui je m'adresse qui sont décisionnaires et qui doivent à un moment prendre des actions. Hein, c'est pas... Donc, il y a quand même ce premier point-là. Deuxième point, il y a clairement une notion de responsabilité individuelle, sachant que par ailleurs, sur les actions qui sont au niveau du système, moi, je ne pense pas qu'on puisse révolutionner le patriarcat ambiant et le système qui est clairement malheureusement discriminant envers les femmes et envers tout un tas d'autres catégories de population, uniquement par l'action des individus. Pour autant, l'action des individus a une importance. Et donc, tu vois, quand je disais tout à l'heure, to own something, c'est bien sûr posséder, mais c'est aussi affirmer, c'est aussi assumer. Et donc, quand je disais tout à l'heure, tant de femmes talentueuses qui ont des responsabilités professionnelles tout à fait significatives et qui ne vont pas forcément jusqu'au bout de leur raisonnement lorsqu'on leur dit non, par rapport à une promotion, par rapport à une augmentation, etc. Bah, c'est aussi ça, to own your cash, tu vois. C'est aussi de se dire, au-delà des outils pour comprendre, encore une fois, un socle minimum de compétences et de connaissances pour mener ses choix en connaissance de cause sur comment je fais pour placer mon argent en fonction de différentes maturités, c'est-à-dire en fonction de l'horizon de temps, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre du risque, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des produits aussi basiques qu'une assurance vie, sauf qu'en fait pour plein de gens ils ne savent pas ce que c'est qu'une assurance vie, ou alors ils disent que c'est une assurance et à quoi ça sert, ou alors c'est uniquement quand on décède. Enfin, bref, donc tous ces sujets-là, si tu veux, c'est un peu de l'éducation financière de base. Même si, franchement, s'il n'y avait que des informations à aller chercher, on peut prendre des bouts de livres gratuits à la bibliothèque et ça marche très bien. Enfin, il y a plein d'informations disponibles un peu partout.
tout le propos d'Own Your Cash, c'est de rendre ces informations accessibles aux femmes qui le souhaitent et aux hommes également, dans un jargon qui leur est familier, et surtout en poussant, et je pense que tu sens l'énergie que j'y mets, c'est que elles sont absolument capables de comprendre tout ce qu'on leur explique, pour autant qu'on leur explique à la fois dans un langage et d'une manière qui leur convient. Ça, c'est la première conviction très très forte. Ensuite, le passage à l'action, il leur appartient. Et dans un second temps, par rapport à comment est-ce qu'on arrive à stimuler l'indépendance économique des femmes, c'est de leur donner également tout un tas de clés et d'outils pour, par exemple, je parlais de réseau tout à l'heure, de réseau professionnel, comment est-ce qu'on fait pour trouver un ou une mentor, comment est-ce qu'on fait pour assumer son ambition, comment est-ce qu'on fait pour, le moment venu, trouver des investisseurs si on est en train de lancer son projet, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux objections et donc assumer qu'on nous dise non sans pour autant s'effondrer face à son financeur potentiel. Et tu vois, en fait, autant la nature des contenus pédagogiques, gratuits ou payants, parce qu'il y a les deux, est très variée, autant l'intention, elle est bien autour de cette conviction et de son engagement fondamental de stimuler l'indépendance économique des femmes, parce que c'est une condition fondamentale, c'est une condition à mon avis incontournable, de l'égalité réelle et pas que de l'égalité en droit. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. C'est que avoir le droit d'être payé aussi bien que le voisin, c'est super. Avoir les moyens de quitter le job qui ne nous convient pas parce qu'on n'est pas bien payé, on n'est pas bien traité, c'en est une autre. Et donc, cette égalité en droit, on a beaucoup de chances de l'avoir en France. Elle est vraie. Hein. Enfin, tu vois, si tu attaques une boîte qui ne te paye pas comme le voisin, alors que vous avez exactement les mêmes compétences, les mêmes responsabilités, le même intitulé de poste, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas payé pareil. Donc, si tu vas devant les tribunaux, évidemment, tu gagneras. Problème, est-ce que tu peux te permettre d'aller devant les tribunaux ? Et donc, tu peux te permettre, c'est est-ce que tu connais les bonnes personnes pour le faire ? Est-ce que tu es capable de payer pour le faire ? Est-ce que tu es capable de faire face à ton employeur potentiel pour le faire ? De la même manière, quand tu es entrepreneur ou freelance et qu'on t'explique qu'il faut déposer ta marque, ok, tu dis oui, je vais peut-être faire ça dans un second temps. Ok, mais si on abuse de ta marque, ou qu'on te la vole ou qu'on te la copie, est-ce que tu es capable de mobiliser les personnes et les experts et les expertes autour de toi, et est-ce que tu as les moyens de le faire ? Et là, l'histoire, elle n'est pas tout à fait la même. Et donc, Own Your Cash, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à, c'est pas donner envie aux femmes de gagner de l'argent, parce que c'est pas le sujet. Mais en revanche, c'est de leur montrer, leur pointer du doigt toutes les occasions dans leur vie pro et leur vie perso, où en fait, le fait de ne pas se préoccuper de leur argent les empêche d'être qui elles veulent être, et de mener leur choix et de mener leur vie comme elles l'entendent. Bon, je crois qu'on va clôturer cet épisode avec cette phrase qui, pour moi, résume vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter dans ce podcast. Donc, un grand merci, Imen, d'avoir accepté de répondre à mes questions, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à avoir cette conversation libérée autour de l'argent. Où est-ce que les auditeurs peuvent donc te retrouver, te suivre et découvrir ton travail ? Sur le site d'Own Your Cash, c'est encore le plus simple, ou sinon sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn, avec plaisir. D'accord. Donc Instagram, LinkedIn, c'est avec ton nom, c'est ça ? Imen Maharzi. Avec Own Your Cash. Non, Own Your Cash. Ok, oui. Own Your Cash. Ok, sur les réseaux. Ok, super. Impeccable. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé les thématiques abordées dans cet épisode et que vous avez envie de continuer à apprendre et explorer, je vous invite à écouter les 3 épisodes suivants. L'épisode 28, intitulé « L'argent au service de nos plus beaux projets ». L'épisode 32, « Quand les femmes pensent le monde ». Et l'épisode 40, « Opting out, comment les femmes redessinent la réussite sociale ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet
www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.